Bonsoir Bessel, bonsoir Alicia. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis ravie d'être ici. Merci Florence. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre sommet sur l'attachement, le trauma et la résilience. Notre conversation est enregistrée car vous vous trouverez en Australie. Vous êtes en Australie au moment où nous diffuserons cette conversation. Merci. Nous voulions bien sûr parler de tout le travail que vous avez accompli ensemble, vous, Bessel, et vous, Licia, sur la guérison, le traitement, la prise en charge des traumas et tout ce qu'il est possible de faire. Et surtout, toutes les recherches que vous avez menées et la pratique de la thérapie assistée par psychédéliques. Et je sais qu'il est important de préciser qu'il s'agit d'une thérapie assistée par psychédéliques. Peut-être pourrions-nous nous lancer et peut-être que vous, Bessel, vous pourriez commencer par les recherches que vous avez menées. Et nous en avons parlé l'année dernière lors de notre sommet, mais vous n'aviez que les tout premiers résultats de votre étude. Un an plus tard, que pouvez-vous nous en dire? J'aimerais repartir un petit peu plus loin dans le temps, parce que nous sommes à une conférence sur l'attachement. Je connais les traumas et les raisons pour lesquelles l'attachement et le trauma sont liés. De nos jours, tout est appelé trauma. Mais à l'origine, ce terme désignait l'exposition à un événement insurmontable. Une nouvelle dimension est toutefois apparue et dans de nombreux cas de personnes que nous traitons, il s'agit de maltraitance, de négligence, donc de personnes maltraitées, négligées, ignorées, exposées à la violence domestique. Il existe donc toute cette autre dimension du trauma interpersonnel et du trauma au sein du système d'attachement. Et notre système actuel n'est pas vraiment prêt à intégrer la question de l'attachement comme constituant centrale de notre identité en tant qu'êtres humains. Il y a donc d'une part quelque chose qui arrive de l'extérieur et de l'autre, le questionnement des gens concernant l'endroit où ils ont vécu, les personnes qui les entouraient et celles avec lesquelles ils ont grandi. Il s'agit de dimensions très différentes à bien des égards mais qui se chevauchent. À l'heure actuelle, tout est appelé trauma, mais pour la plupart des gens que nous traitons, le problème n'est pas tant ce qui leur est arrivé que les questions qu'ils se posent pour comprendre qui était là pour eux, qui a vu leur détresse, qui a essayé de les réconforter, etc. Je pense donc que ce que nous traitons dans nos cabinets, ce n'est pas tant le trauma, bien qu'il en fasse partie aussi, bien sûr, mais plus encore le fait qu'il n'y avait personne à mes côtés, que j'étais tout seul, que je dois être une personne méprisable, sinon ça ne me serait pas arrivé. Et on est confronté à toute cette question de l'identité, du corps dans lequel on vit et du corps tel qu'il se vit lui-même. Il s'agit là d'une dimension différente et beaucoup plus complexe, dont nous ne savons finalement pas grand-chose. Je vais donc passer la parole à Alicia, mais c'est là que les psychédéliques entrent en jeu. Mais commençons tout d'abord par définir le cadre. Eh bien, est-ce que je réponds un peu à la même question? Parce que l'attachement et ces relations de la petite enfance peuvent être tellement, mais tellement douloureux. Les bébés et les enfants viennent au monde aimants. Ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin d'être tenus, de bouger à l'unisson avec les personnes qui s'occupent d'eux. Alors, quand on parle d'attachement, on parle d'amour dans l'objectif de la survie. Les enfants aiment, même si les personnes qui s'occupent d'eux sont imparfaites. Ils aiment, même s'ils sont maltraités par ces personnes. Ils aiment comme si leur vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et lorsque ils aiment si intensément, comme si leur vie en dépendait et qu'ils sont blessés, ils se le reprochent, ils s'en veulent et ressentent une honte terrible d'aimer quelqu'un qui peut leur faire tant de mal, même s'ils n'ont absolument pas le choix.
Et ce sont des choses extrêmement difficiles à affronter, voire à envisager. La honte qui entoure ce type de blessure est si profonde qu'elle en devient presque inabordable. Et pourtant, d'une certaine façon, une expérience psychédélique donne à une personne suffisamment de distance pour qu'elle puisse voir les choses dans une perspective plus large. Vous savez, on peut mentaliser ces choses, mais en parler de manière rationnelle, y réfléchir, ne change rien aux sentiments. Et les sentiments sont dans notre corps, ils sont ressentis. C'est bien la raison pour laquelle on les appelle sentiments. Les psychédéliques permettent de s'éloigner et de se rapprocher simultanément. Ils offrent un prisme très étrange qui permet de s'éloigner et de se rapprocher beaucoup en même temps. Bon, vous savez, un grand nombre de thérapeutes, ceux que nous aimons et admirons, souhaitent donner aux gens des expériences émotionnelles correctrices. L'idée étant que si je suis avec quelqu'un et que je l'honore profondément, que je le vois et que je lui réponds, quelque chose changera. Il s'agit probablement d'une erreur. En effet, moi, en tant qu'homme de 80 ans, je ne peux pas vous donner à vous, qui êtes une femme dans la quarantaine, le sentiment que vous auriez éprouvé si votre mère vous avait aimé à l'âge de 3 ans. Ça ne colle pas. On ne peut donc pas réellement corriger ces expériences par des expériences présentes. Ce qu'il faut pour cela, c'est de la neuroplasticité. Il faut ouvrir l'esprit pour qu'il puisse assimiler du nouveau. Et ce qui est triste dans la vie humaine, c'est que nos esprits sont assez fermés. Il est très difficile de se saisir en profondeur d'un apprentissage s'il n'est pas intervenu au bon moment. Par conséquent, si vous ne vous êtes pas senti aimé, soigné, accueilli dans votre enfance, vous êtes plus ou moins condamné à vivre avec le sentiment d'être un être humain non désiré pendant quasiment toute votre vie, jusqu'à ce que quelque chose susceptible de changer ça se produise. L'adolescence est une période critique importante. Même si vous avez reçu une éducation terrible dans vos premières années de vie, si votre premier petit ami ou votre première petite amie s'avère être une personne très aimante et attentionnée, à ce moment-là, votre cerveau va pouvoir s'en saisir. Mais ces fenêtres se referment. Ça signifie qu'à 35 ans, même si quelqu'un vous traite très bien et très gentiment, le sentiment profond d'être complètement cabossé ne disparaîtra pas. C'est donc une question sur laquelle je me suis penchée au cours de ce qui est aujourd'hui ma longue carrière. Comment diable peut-on y arriver avec les gens? On ne le fait pas par la cognition en disant aux gens « mais non, c'était pas votre faute ». Intellectuellement, ils en sont convaincus, ils savent que c'était pas de leur faute, mais ils ont tellement honte que la sensation demeure. La honte devient alors un élément central. Je suis tellement défaillant que je ne peux pas accepter l'amour que tu me donnes alors que tu es manifestement une personne aimante, mais je ne peux pas le ressentir. Alors, comment ouvrir ce chemin? Ma première incursion dans ce domaine a été le psychodrame. Licia et moi sommes toujours très actifs dans le domaine du psychodrame, qui ne donne pas la priorité à ce qui vous est arrivé, mais plutôt à ce qui ne vous est pas arrivé. Il est possible de voyager virtuellement dans le temps pour que vous puissiez vous retrouver dans un espace mental où vous vous sentez un enfant de 3, 4 ou 8 ans et que quelqu'un, dans cet espace virtuel, vous donne le sentiment « si j'avais été ta mère à l'époque, la maman que tu voulais, c'est comme ça que je t'aurais entourée. » En général, c'est une expérience qui prend aux tripes. Quelque chose se réveille en général dans la personne qui commence à se dire « oh, c'est comme ça que je me serais sentie ». On commence alors à réécrire sa vie en se disant « si j'avais été aimée comme ça à l'âge de 3 ans, telle ou telle chose se serait produite ». Et j'ai été assez impressionnée par le fait qu'avec des expériences répétées de ce type, on arrive vraiment à modifier la perception des gens dans une large mesure.
Mais les psychédéliques ont alors fait leur apparition. C'était une question tout à fait centrale pour moi. En fait, lorsque nous avons réalisé notre grande étude sur les psychédéliques, j'ai dit à mes collègues de l'association MAPS qui faisaient l'étude, vous savez les gars, nous ne devrions pas mettre la barre trop haut. Nous devrions centrer notre étude sur le trouble de stress post-traumatique, mais sans prendre les gens qui ont subi des abus et des négligences précoces, parce qu'aucune autre méthode n'a très bien fonctionné dans ces cas-là. Donc ne tentons pas l'impossible, ne nous tirons pas une balle dans le pied en prouvant que ça ne marche pas. Mon avis n'a pas été retenu, ce dont je suis ravie, car la majorité des participants à notre étude sur les psychédéliques étaient des personnes qui avaient longtemps été exposées à des abus de la négligence. Sous l'effet des psychédéliques, ils ont pu se tourner vers eux-mêmes et se voir comme des petits-enfants et se dire, regardez ce qu'on a fait à ce petit enfant. Et ce qui est très frappant, c'est qu'ils ont développé de l'autocompassion et qu'ils ont dit, cet enfant ne le méritait pas, c'était un enfant magnifique à l'époque. Ensuite, l'étape suivante par laquelle passent en général les gens sous psychédéliques est encore plus remarquable. Ils disent, eh mes pauvres parents, ils n'ont jamais pu profiter de ce bel enfant que j'étais à l'époque parce qu'ils étaient trop perturbés pour aimer vraiment leur enfant. D'après notre expérience, les psychédéliques peuvent donc profondément modifier la perspective d'une personne, non pas en changeant sa façon de penser, mais en modifiant toute sa perception d'elle-même à un niveau très profond, fondamental, en quelque sorte précognitif. C'est la raison pour laquelle les psychédéliques sont si fascinants et que nous devrions les étudier davantage pour voir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire pour changer véritablement l'esprit des gens. Et je n'ai rien vu de tel au cours de ma très longue carrière. J'ai fait plus de recherches sur les différentes méthodes de traitement des traumas que qui que ce soit d'autre actuellement vivant, et je n'ai jamais rien vu qui puisse bouleverser aussi profondément le sentiment que les personnes ont d'elles-mêmes et de leur place dans le grand tableau de l'univers.